Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Jusqu'où va la contre-influence en Occident et jusqu'où va la contre-influence particulièrement en France, développée pour lutter contre les propagandes étrangères, néfastes, cette contre-propagande, telle que la propagande islamique. Il semblerait que cette technique de contre-propagande soit désormais développée pour servir un autre narratif. Un narratif d'ailleurs contre un autre. Éric Verhaeghe a publié dans le Courrier des Stratèges en août dernier un document exclusif, le manuel de contre-propagande rédigé par les services britannique pour lutter contre la dite désinformation anti-vax. Il s'appelle le manuel de contre-désinformation Résiste 2, où l'on apprend que la censure sur les réseaux n'est pas le seul fait des GAFAM, comme on pourrait le croire, mais bien une volonté du ministère de l'Intérieur. La guerre en Ukraine a bien sûr multiplié également les occasions de développer ces stratégies de communication. Éric Denessé, lui, a publié en août un papier sur le site du CF2R intitulé « Guerre de l'information et formatage de l'opinion à l'occasion de la guerre en Ukraine », où l'on comprend que les fausses informations véhiculées en France sur la guerre en Ukraine ne sont pas seulement le fait d'approximations journalistiques, mais bien d'un travail de spin doctor, on va dire de conseillers ukrainiens, de conseillers américains. Alors on va parler de cette organisation de la désinformation, de cette contre-propagande des services du ministère. On en parle avec nos deux invités, Éric Denessé et Éric Verhaeghe. Éric Verhaeghe, bonjour. Bonjour Clémence. Vous êtes essayiste, journaliste, conférencier, fondateur du Courrier des Stratèges et président de l'association Restez Libre. Est-ce qu'Éric Denessé est déjà avec nous ? Alors Éric Denessé nous rejoint dans quelques instants. Éric Verhaeghe d'abord, allons sur ce texte que vous livrez en exclusivité dans le Courrier des Stratèges dont j'ai parlé, ce manuel de contre-désinformation Résiste 2. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors en fait, d'abord c'est un manuel que j'ai publié de façon exclusive, comme vous le dites, mais qui est en réalité disponible sur Internet, disponible de façon quasiment publique. C'est un manuel qui est recommandé officiellement par les services secrets du monde entier, et notamment par les services américains dédiés. Il y a une très belle audition de la présidente, directrice du Viginum américain, qui est le Global Engagement Center, le GEC, audition au Sénat en mars 2020, qui explique que les services américains s'appuient très largement sur le manuel Résiste, et notamment le manuel Résiste 2, qui est émis officiellement par les services d'information du gouvernement britannique, mais dans la pratique, on le sait, c'est l'œuvre de services qui se sont spécialisés dans la contre-influence. Nous-mêmes, nous avons créé un service de ce type, qui est le service Viginum, qui est né officiellement en juillet 2021 et qui a bénéficié d'un décret spécifique pour recevoir l'autorisation de faire de la collecte systématique de données de tous les internautes sur 13 plateformes numériques, notamment Facebook ou Twitter. Donc on voit bien que ces techniques aujourd'hui sont des techniques qui sont organisées. Il y a des pays qui sont plus en pointe que d'autres ou qui ont plus investi que d'autres dans ce qu'on appelle la contre-influence ou dans les guerres hybrides. Mais c'est le cas de la Grande-Bretagne, qui est probablement le pays le plus avancé. Mais il y a aujourd'hui une coordination internationale, une coordination en tout cas occidentale, pour mener et déployer des narratifs communs dans tous les pays, ce qui éclaire un peu ce qui s'est passé durant le Covid, et ce qui éclaire ce qui se passe à propos de l'Ukraine, puisqu'on voit bien que quels que soient les pays, les narratifs, comme on dit, le storytelling, on disait avant, le narratif est le même. Alors, on va évidemment, c'est tout le sujet de cette table ronde, de revenir sur ces narratifs communs que l'on retrouve dans tout l'Occident. Narratif d'ailleurs, c'est assez intéressant d'utiliser d'abord ce terme et de voir que ce narratif, il a d'abord été servi, en tout cas c'est ce que vous écrivez dans le Courrier des Stratèges, il a été servi avant tout dans cette période du Covid. Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous rappeler la date de création de ce manuel, de publication de ce manuel Résiste 2 ? Alors, en fait, il a fait l'objet de plusieurs versions. De mémoire, la première version date de 2018. Et il ne cesse d'évoluer au cours du temps. Mais le manuel Résiste date de 2020, de début 2020 d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que c'est un manuel qui, d'une certaine façon, est un peu passe-partout. C'est-à-dire que c'est
un manuel sur la contre-influence qui peut s'appliquer à tous les sujets. Ce qui m'a saisi, c'est que lors de cette audition de la directrice du Global Engagement Center, c'est-à-dire le Viginum américain, cette directrice a dit aux sénateurs américains, en mars 2020, nous avons bien entendu inclus le coronavirus dans les questions de sécurité nationale. Et donc, nous sommes en charge de la réponse à l'influence russe sur le coronavirus dans notre pays et dans les pays occidentaux, puisque les Américains ont la prétention de déployer de la contre-influence dans le monde entier pour faire face à la propagande russe. Et donc, il faut comprendre que lorsque notamment Emmanuel Macron a décidé que les affaires de Covid devaient faire l'objet d'un comité de défense, d'un conseil de défense restreint, d'un conseil de défense militaire, lorsque Emmanuel Macron a dit « nous sommes en guerre contre le virus », il n'a pas seulement utilisé une formule poétique, il a aussi fait passer dans les questions de sécurité nationale la question de la contre-influence sur ceux qu'on a appelés les complotistes par la suite. Et il a autorisé, ce faisant, les services français à déployer des opérations de contre-influence sur Internet en matière de Covid et en matière de vaccins. Et c'est là il a réussi finalement, en parlant de guerre, pardon, je vais vulgariser un petit peu, oui. à nommer un ennemi au sein même de la France, qui seraient ceux qui, tout simplement, qui doutent ou qui posent des questions sur la gestion de la Covid de l'époque. Il a légitimé le recours aux services secrets français dans la lutte contre, en tout cas dans le narratif sur le Covid qu'on nous a servi. Et ça a été une façon officielle, si vous voulez, légale, réglementaire, de considérer qu'il était de la responsabilité des services d'influence français de contester ceux qui disaient on n'est pas sûr que le virus soit le fait d'une chauve-souris qui a mordu un pangolin. Ceux qui ont dit ça sont devenus la cible d'opérations de contre-influence des services officiels dans des conditions qui ne sont pas encore complètement éclaircies, mais dont on sait qu'elles existent, et l'agence Reuters a détaillé la façon dont les services britanniques travaillaient avec Facebook, avec Twitter, avec Google, pour désamorcer les comptes des opposants, des résistants. Ça, on va en reparler, parce qu'évidemment, c'est absolument passionnant de voir finalement, de comprendre que ces censures que beaucoup ont pu vivre sur les réseaux sociaux pendant cette période-là, qui peut-être se répètent aujourd'hui quand on parle de ce qui se passe en Ukraine, finalement sont organisées par l'intérieur. Ce ne sont pas seulement le fait des GAFAM comme on pouvait le croire au départ, et donc le fait finalement de groupes privés. Là, il s'agit vraiment de décisions au niveau public. Alors, Éric Denessé nous a rejoint. Bonjour Éric Denessé. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette table ronde. Je rappelle que vous êtes spécialiste de renseignement et directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, le CF2R. Vous avez notamment, il y a évidemment beaucoup d'analyses que vous publiez au sein du CF2R. Je citais tout à l'heure votre note d'août dernier, la guerre de l'information et formatage de l'opinion à l'occasion de la guerre en Ukraine, qui rejoint tout à fait notre table ronde. Comment cette guerre de l'information s'est mise en place? Alors, Éric Verhaeghe a commencé à expliquer cette note, ce manuel de contre-propagande anglais qui est devenu désormais un modèle et qui, au niveau des services secrets, explique comment il faut gérer, notamment sur les réseaux sociaux, sur les YouTube, sur les Twitter, comment il faut empêcher certaines paroles. Et vous aussi, vous avez expliqué comment fonctionnait cette guerre de l'information avec une série de points, une vingtaine de points qui commencent par le storytelling, c'est-à-dire justement raconter un narratif. Éric Denessé. Oui, c'est le début de toute opération d'influence ou de contre-influence. C'est-à-dire qu'il faut mettre un cadre et raconter une histoire, que cette histoire, c'est un travail de scénariste et de scénario. C'est pour ça qu'on utilise l'expression américaine de storytelling. Effectivement, Éric Verhaeghe disait tout à l'heure, on parle de narratif, ce qui, pour respecter la langue française, est plus approprié. Et une fois que ce scénario, cette histoire, ce qu'on appelle finalement un synopsis quand on travaille dans le cinéma est prête, et on va la décliner
on va utiliser les rebondissements, et puis on va surtout après utiliser les techniques, en plus de l'histoire, pour faire prévaloir son point de vue et neutraliser celui des autres. Alors, des techniques de matraquage, de saturation, mais aussi des techniques de décrédibilisation de ceux qui tiennent un discours adverse, des techniques de censure. Voilà, on a vraiment toute une palette d'une vingtaine de techniques qui sont utilisées de manière très, très astucieuse et très efficace, soit par les gouvernements, soit par certaines organisations. Alors, je vais citer quand même ces points, parce que quand on les lit, puis évidemment, vous donnez des exemples concernant ce qui se passe en Ukraine, et c'est vrai que c'est très, très éclairant pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Donc, vous dites storytelling, donc on pourrait le traduire pour les amoureux de la langue française par l'invention d'un narratif. Donc là, évidemment, c'est le héros Zelensky face à Vladimir Poutine. Vous dites en deuxième point l'émotion. Voilà, insister sur l'émotion. Et là, on a ce crime, ce génocide, selon Zelensky, du massacre de Boutcha, avec des photos à la clé, etc., mais qui n'ont jamais été encore, en tout cas, vérifiées. On peut faire un parallèle, là, cette émotion qui avait été d'ailleurs notée par Nicolas Mirkovic pour la guerre au Kosovo, cette émotion qui avait été utile pour déclencher le bombardement de l'OTAN, qui finalement, après coup, s'est révélé être fausse. Il y a des parallèles aussi, on a l'impression que ce sont un petit peu les mêmes techniques, en effet, qui sont appliquées à chaque fois, Éric Denessé. Bien sûr, alors il y a aussi l'histoire de l'Irak en 2003 où on a laissé entendre que les soldats irakiens, enfilaient les bébés sur des baïonnettes. C'était une opération menée, je crois, par le groupe de relations publiques américain Helen Holton avec la fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington. Donc effectivement, ces techniques ne sont pas nouvelles. Éric Verhaeghe le disait tout à l'heure. Elles n'ont cessé de s'affiner. L'émotion est bien sûr l'argument numéro un qui est utilisé, puisque on s'aperçoit malheureusement que nos contemporains ne réfléchissent de moins en moins, et que plus on va les frapper par des images fortes, par des images qui touchent vraiment leur émotion, plus finalement on annihile leur capacité à raisonner de manière rationnelle et froide. Et le matraquage et la succession d'images très fortes médiatiques et on joue sur la peur ou sur le scandale. On évoquait tout à l'heure le massacre de Boutcha, qui est un massacre bien sûr qui doit être condamné dès lors que nous connaîtrons les responsables véritables. Et puis il y a ces derniers jours l'histoire de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, sur laquelle bien sûr les Ukrainiens ne cessent de tirer pour essayer de créer une catastrophe nucléaire en Europe centrale avec un nuage atomique probable. Tout ça pour faire peur aux Européens et pour les pousser à réagir. Donc on est vraiment dans les mêmes techniques qui ne cessent de s'affiner et de se renforcer. Mais par exemple sur la question de cette centrale nucléaire, ce qui est intéressant également, c'est qu'il n'y a jamais de mea culpa ou d'excuses ou de retour en arrière de la presse notamment, qui informe, est censée informer sur ce qui se passe là-bas. On a dit que c'était un missile russe, en fait on s'est rendu compte que c'était une cheminée. Il n'y a pas eu de retour en arrière. Il pourrait y avoir au moins des correctifs en fait des médias. Non, c'est malheureusement quelque chose qu'on voit peu. Alors, il est très difficile de dire ou d'affirmer que les médias sont manipulés, parce que d'abord, ce n'est pas le cas de tous les médias. Et Radio Courtoisie en a un bon exemple. On va dire les grands médias mainstream, effectivement, vont tous dans le même sens. J'ai envie de dire plus par suivisme et par bêtise que par volonté délibérée de désinformer, parce que ce sont quand même des structures qui sont beaucoup trop grosses pour que tout le monde aille dans le même sens, qui est des directives qui sont données par les directions de la rédaction, par les secrétaires de rédaction. C'est une chose. Après, les journalistes qui, eux, travaillent en dessous n'ont pas nécessairement connaissance de certaines de ces directives. Puis, il y a ce phénomène que l'on observe depuis plusieurs décennies. De toute façon, c'est que quand le New York Times dit quelque chose, eh ben, écoutez, il faut que toute la presse européenne le reprenne et dise la même chose. Et quand en France, les médias qui donnent le ton ont évoqué un sujet, les autres se disent on ne peut pas ne pas en parler. Donc, cette espèce de manie de la reproduction est extrêmement grave. Là où les journalistes peuvent être orientés, c'est effectivement par les informations qui circulent. Pilotés par les organismes d'influence et de contre-influence sur les réseaux sociaux, qui là vont les pousser eux-mêmes à se dire, écoutez, on voit tellement d'agitation en ce moment sur les networks sur le sujet, c'est que ça doit être vrai et on doit en parler. Mais ça a des effets effectivement très pervers. Il y a un moment donné, ça entraîne aussi une lassitude et une saturation chez un certain nombre d'auditeurs ou de téléspectateurs qui ont encore un filtre entre les deux oreilles. Mais globalement, ça a quand même un impact majeur sur l'opinion.
Éric Verhaeghe, une question qu'on se pose, parce que là, on a l'impression, tous les deux, vous dites finalement ces méthodes ne sont pas nouvelles. Les journalistes ont un petit peu toujours les mêmes travers. Éric Denessé, d'ailleurs, en introduction ou en conclusion de votre note, vous dites force est de constater que ces méthodes ne relèvent pas de l'erreur journalistique et vont bien au-delà de la simple mauvaise foi. On a des journalistes qui n'ont pas vraiment changé, qui fonctionnent à peu près toujours de la même façon depuis quelques années. Qu'est-ce qui change vraiment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change sur, on l'a vu, ces deux dernières crises, celle de la Covid et celle de l'Ukraine? Est-ce que malgré tout, on a l'impression d'un matraquage plus fort qu'avant, d'une liberté d'expression amoindrie? Mais qu'est-ce qui a changé vraiment, puisque la contre-propagande n'est pas nouvelle? Je pense qu'il y a trois choses qui ont changé. La première, c'est l'extrême concentration de la presse entre quelques mains, hein, et les plans de subvention sans arrêt plus importants du gouvernement à cette presse, déjà très concentrée. Le paradoxe, c'est qu'en effet, des grands journaux comme Le Figaro, comme Le Monde, qui appartiennent à des milliardaires, sont déficitaires et les déficits sont comblés par le contribuable. Et donc on a, si vous voulez, un cartel, c'est ce que j'appelle le cartel de la presse subventionnée, qui est beaucoup plus intriqué, imbriqué qu'il y a 15 ans. Et donc ça facilite, d'une certaine façon, le matraquage idéologique, puisqu'il y a moins de journaux à convaincre de répéter le même narratif. Mais il y a, de mon point de vue, quelque chose qui est deux phénomènes beaucoup plus importants. Il y a le développement extrêmement rapide des réseaux sociaux, et vous savez qu'aujourd'hui, en gros, un Français sur deux s'informe sur Internet plutôt que dans la presse papier. Et donc, il y a des défis nouveaux, et notamment cette diffusion permanente, virale de l'information dans des réseaux sociaux qui a obligé les services de contre-influence à s'adapter à cette nouvelle circulation de l'information avec des techniques qui n'existaient pas auparavant, notamment ce qu'on appelle le flooding, ou l'utilisation d'un certain nombre de comptes fake. Il y a un article tout à fait intéressant dans je crois, le Foreign Relations de ce mois-ci qui dit on peut maintenant faire de la contre-influence grâce à l'intelligence artificielle qui crée automatiquement des faux comptes, par exemple sur Twitter, pour diffuser automatiquement des informations qui sont jugées utiles, ou en tout cas des messages qui sont jugés utiles par les services. Et le troisième point, c'est que les services occidentaux se sont organisés. La question de la contre-influence fait maintenant partie des discussions du G7. C'est à partir de 2018 que le G7 a chargé le Canada de structurer, de fédérer et en quelque sorte de coordonner les techniques de contre-influence des services secrets en Occident. Et cette mission lui a été répétée au dernier G7 qui a eu lieu cet été avec les États-Unis qui ont obtenu que le Canada coordonne les travaux de contre-influence sur l'affaire ukrainienne pour lutter contre la propagande russe, qu'il les coordonne en lien avec le Carnegie Endowment International Peace, qui est un think tank qui a été créé en 1912 de mémoire, en 1913 aux États-Unis, et qu'on considère comme l'une des expressions du deep state américain, notamment avec le Council for Foreign Relations. Donc on voit bien qu'aujourd'hui le multilatéralisme met dans ses préoccupations la conduite de cette guerre hybride qu'on appelle la militarisation de l'information, weaponization of information, qui est un concept qui est apparu dans les années 70, mais qui aujourd'hui fait partie de la diplomatie internationale et de la stratégie diplomatique des pays occidentaux. Et vous, selon vous, Éric Verhaeghe, donc on vous l'avait expliqué tout à l'heure, très intéressant d'ailleurs, comment on a passé cette gestion d'une épidémie en un bataillon armé, vous le dites, guerre de l'information, on passe en conseil de défense, etc., avec des informations qui du coup ne sont plus divulguées au grand public. Vous voyez clairement ce lien entre la guerre, entre guillemets, contre le Covid et la guerre en Ukraine ? Moi, j'ai la conviction très profonde que il y a, alors c'est ma thèse que je passe mes journées maintenant à documenter, à étayer, mais ma conviction c'est que au cours des années 2010, le camp aux États-Unis des gens qui étaient favorables au découplage, on appelle ça le decoupling en américain, c'est-à-dire la fin d'une stratégie d'hégémonie complète monopolaire ou unipolaire du monde et le découplage entre un axe sino-soviétique et un axe
occidentale avec un rideau de fer entre les deux. Ma conviction est que le camp qui prône ce découplage a gagné et que le Covid a été l'occasion pour ce camp d'installer une espèce d'autoroute ou de mécanique qui va nous amener à une rupture entre le bloc chinois, on va dire ça comme ça, intégrant la Russie, et le bloc occidental, et que petit à petit, on est sur une stratégie d'autonomie de l'Occident, c'est-à-dire de rupture avec la Chine, atelier du monde. Que le Covid a été l'occasion d'accélérer la mise en place du système, la guerre en Ukraine est l'occasion d'officialiser la rupture entre deux mondes en désignant la Russie comme les méchants. Voilà, je pense qu'il y a cette logique stratégique et que le Covid comme l'Ukraine sont des questions de sécurité nationale parce que ce sont des questions qui sont l'occasion de mettre en place un nouveau paradigme international. Et Éric Denessé, sur ce lien éventuel entre la guerre, en tout cas d'information sur la Covid-19 et celle en Ukraine, est-ce que, je sais que dans vos notes, vous travaillez surtout sur les questions de la scène ukrainienne, est-ce que vous, malgré tout, vous pouvez le voir, ce lien entre les deux gestions de crise, on va dire ? Oui, sur le plan technique, on le voit assez bien. C'est vrai que vu qu'on s'intéresse au renseignement, l'aspect Covid, en tout cas sur le fond, ne nous a pas intéressé, si ce n'est qu'en tant que citoyen. Mais ça nous a beaucoup intéressé sur le plan technique. C'est déjà au moment de la crise Covid, sur lequel je dois avouer, je n'ai personnellement aucun avis, n'étant pas un scientifique médical, mais les techniques qui ont permis légitimement d'écarter les complotistes, mais aussi d'écarter tous ceux qui posaient des questions sont déjà apparus. Et c'est ça qui est grave. C'est pas le fait de neutraliser ceux qui racontent n'importe quoi en face, parce que il y en aura toujours un certain nombre, quel que soit le sujet. C'est de neutraliser les gens qui posent les questions et qui mettent le doigt sur des contradictions des discours officiels. C'est ça qui est nouveau et qui est extrêmement dommageable, parce que qu'on soit opposé et qu'on milite en racontant n'importe quoi, ça peut représenter effectivement un danger pour une démocratie libérale. Mais par contre, qu'un certain nombre d'individus posent la question en disant est-ce qu'on a vraiment bien tout regardé, est-ce que le gouvernement nous raconte pas n'importe quoi, le fait qu'on écarte ou qu'on stigmatise ces gens qui posent des questions sans nécessairement tenir des théories fantasmagoriques, ça c'est beaucoup plus préoccupant. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites, ces techniques qui sont les mêmes. J'aimerais bien qu'on revienne sur cette technique. Après le flash de 8h, on fait un petit point sur l'information avec Emmanuel Noël. Ligne droite. Chevalier de la table ronde. Oui. Non. La table ronde. Nous sommes toujours donc avec Éric Denessé, spécialiste du renseignement, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, le CF2R, Éric Weyraghe, essayiste, journaliste, conférencier, fondateur du Courrier des stratèges et président de l'association Restez Libre. Je rappelle ces deux articles que je citais tout à l'heure, celui d'Éric Weyraghe dans le Courrier des stratèges, cette note divulguée, publiée, vous l'avez publiée sur votre site en août dernier, Éric Weyraghe, concernant, je vais essayer de retrouver la référence exacte, non, je vais pas. Ça y est. Le manuel de contre-propagande sur Internet rédigé par les services britanniques. Voilà le titre de votre article qui a été publié donc chez vous en août dernier. Puis la note d'Éric Denessé d'août dernier, guerre de l'information, formatage de l'opinion à l'occasion de la guerre en Ukraine. Alors je vous invite, chers auditeurs, à aller voir sur ces deux sites ces informations qui sont très importantes. On parle de technique, on en parlait tout à l'heure avec Éric Denessé, cette technique qui est finalement la même et qui est mise en place par ces services, par l'intérieur. J'aimerais bien qu'on rentre dans le détail. Éric Weyraghe aussi, dans ce manuel, les techniques sont très précises, sont très détaillées. Est-ce que on peut nous expliquer, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça fonctionne exactement, la contre-propagande, on va dire, qui peut aller jusqu'au service d'un certain narratif, comment elle fonctionne concrètement aujourd'hui? Alors, d'abord... Éric Weyraghe, puis Éric Denessé. Si Éric Denessé veut répondre avant, je n'ai pas de problème. Ce que disent les services anglais, ce qu'ils ont formalisé, c'est une méthode globale qui permet soit de diffuser un nouveau narratif, soit d'analyser une crise de l'information, une espèce une analyse de la bataille qui se livre et qui donne des méthodes quasiment scientifiques à la McKinsey pour bâtir une stratégie de réponse à une attaque adverse en matière d'information.
Et cette méthode, elle permet non seulement de dire quand il faut réagir, quand il ne faut pas réagir, mais elle permet de structurer toute une étape entre l'invention du contre-narratif, on va appeler ça comme ça, et sur ce point, personne ne sait jusqu'où vont les contre-narratifs officiels, mais on part de l'invention du contre-narratif et on va jusqu'à la mise en application de sa diffusion, par exemple avec des comptes fake, comme on dit, sur les réseaux sociaux. Et c'est quelque chose qui est d'une certaine façon Donc ça, pardon, vulgarisé. je vous coupe parce que c'est important. On a dans des notes officielles des services anglais Oui. des propositions de créer des faux comptes pour faire passer pour faire circuler une information. C'est plus que dans les services anglais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le recours au faux compte est une des pratiques recommandées pour diffuser le contre-narratif, si vous voulez, sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas l'affaire Benalla, c'est ça. Hein. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que lorsque la vidéo de Benalla a été diffusée, et que lorsque on a cherché à imposer d'autres visions ou d'autres informations sur l'affaire Benalla, on a découvert qu'Ismaël Emelien, qui était un conseiller qu'on présentait comme le petit génie proche d'Emmanuel Macron, son principal métier était de structurer des campagnes de désinformation sur Twitter, et c'est à l'occasion de l'affaire Benalla qu'on a découvert qu'Ismaël Emelien avait des relais de faux comptes Twitter qui lui permettait de diffuser les narratifs d'Emmanuel Macron avant la campagne électorale et après la campagne électorale, puisqu'Ismaël Emelien a continué à travailler à l'Élysée. Et donc, cette technique, elle n'est pas nouvelle, et on la connaît, y compris en France, à travers l'affaire Benalla. Quand on relit les déclarations d'Ismaël Emelien lorsqu'il a été interrogé, auditionné sur sa participation à la défense de Benalla dans l'affaire de la manifestation qui avait mal tourné, on a compris que Ismaël Emelien, son métier, c'était de faire de la contre-influence sur Internet selon des techniques qui sont aujourd'hui écrites officiellement, diffusées sur Internet par les services secrets. Vous avez cité le manuel anglais, mais j'ai le manuel suédois aussi que je vais publier, qui fait référence à peu près aux mêmes choses, sachant que chaque service cite l'autre. Et donc, il y a aujourd'hui une discrétion sur l'utilisation de ces techniques. Les services disent « nous refusons de dire exactement comment nous travaillons », mais quand on lit les manuels qui sont échangés notamment sur les plateformes de geeks proches des services, on voit que c'est une technique habituelle, mais comme tant d'autres, comme celle notamment qui consiste à acheter des influenceurs pour qu'ils disent du bien de vous. Cela aussi, c'est une technique qui est écrite, et c'est comme ça qu'on sait que des youtubeurs ont été payés par l'Élysée pour dire du bien des théories de l'Élysée. Oui, ça c'était assez visible. On l'a vu, notamment certains influenceurs de jeunes faire des galipettes dans le jardin de l'Élysée. Bon, là au moins ça avait le mérite d'être clair. Éric Dénessé, vous aussi, vous avez travaillé sur ces techniques d'information. Il y a Éric Vérec parlait de ces faux comptes, des influenceurs. Est-ce que vous avez noté d'autres techniques qui se développent de plus en plus, notamment à l'ère du numérique? Oui, alors mais juste avant, je voudrais apporter une précision qui est importante pour le professionnel que je suis, c'est que il faut parler de services gouvernementaux et non pas de services secrets, parce qu'un service secret, par principe, on n'en connaît pas l'existence, on ne sait même pas si on existe. Et effectivement, les gens qui font du renseignement au début ont été les promoteurs de ces techniques, beaucoup d'ailleurs plutôt des gens travaillant dans le contre-espionnage que dans le renseignement. Aujourd'hui, il y a une forme d'autonymisation. Ce sont d'autres services gouvernementaux, souvent créés à partir de spécialistes de la communication qui ont appris les techniques clandestines d'influence, qui se sont développés. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la DGS, la CIA, pardonnez-moi en effet cette ambiguïté. Encore une fois, je crois qu'il faut remonter. Ces techniques sont très anciennes puisque peu de gens le savent, mais les premiers ouvrages sur le marketing qui datent de l'après-guerre, notamment certains ouvrages d'Edouard Kelley des années 52, parlent déjà du conditionnement du consommateur, de l'orientation des masses. Donc, ce sont des techniques qui viennent vraiment à la fois des savoir-faire militaires et du renseignement, mais aussi mélangées avec les techniques de développement commercial et finalement de la manière dont on peut gagner soit une opinion,
soit un marché. Ce qui est très intéressant pour compléter ce que disait très justement Éric Veyrac, c'est l'étude qui a été récemment publiée par le Stanford Internet, l'observatoire de Internet de Stanford avec la société Graphica, qui montre la manière dont cet institut américain a lui-même détecté toute une série d'opérations de promotion des intérêts américains sur les réseaux sociaux, notamment en direction de l'Iran, mais aussi en direction de la Russie. Donc on est vraiment dans une réaction assez surprenante, c'est-à-dire que des citoyens, en tout cas une institution universitaire américaine elle-même, est en train de révéler un certain nombre de méthodes de la part de son propre gouvernement. Et moi, ce qui me semble important, on pourra revenir sur les techniques, mais c'est que surtout dans cette société d'information dans laquelle nous sommes entrés il y a une trentaine d'années et qui aujourd'hui est très installée, eh bien, c'est cette capacité qu'ont ces services de créer une réalité virtuelle. Puisqu'on est dans une société numérique. Et aujourd'hui, si on n'a pas cette capacité à réfléchir, si on n'a pas ce filtre, eh bien, on est dans un monde qui n'a plus rien à voir avec la réalité, qui a été conçu par justement un certain nombre de spin doctors de cette nature pour nous faire croire quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire que tout ce que font les organismes gouvernementaux est mauvais, bien au contraire, il y a un certain nombre de cas dans lesquels il est indispensable de lutter contre une information adverse, mais pour en venir à cette crise ukrainienne, on est là vraiment dans une logique où on cherche à faire passer des informations qui sont fausses ou discutables à l'opinion occidentale pour obtenir de manière majeure son soutien contre, finalement, et là on va revenir dans la technique, contre la diabolisation de la Russie, qui certes n'est pas innocente dans cette affaire, mais l'ampleur que prend la campagne de propagande et de désinformation sur cette crise internationale est assez édifiant. Oui, vous le rappelez, le refus de reprendre en compte l'ensemble de l'histoire, notamment qui concerne l'histoire de l'Ukraine, de ce qui s'est passé à Maïdan, puis dans le Donbass depuis 2014. Ce sont autant d'éléments de partialité, encore une fois, pour mieux comprendre ce qui se passe sur la scène ukrainienne. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a l'impression, en vous écoutant, qu'en tout cas, ces éléments de contre-propagande des services gouvernementaux sont finalement mis aujourd'hui au goût du jour pour une forme de propagande, utilisons le mot national, que ce soit sur le Covid ou alors sur l'Ukraine. Et en même temps, est-ce que ces services de contre-propagande sont vraiment effectifs pour faire de la vraie contre-propagande face aux influences étrangères? C'est aussi une question importante, puisque, alors, on a parlé, on se rappelle très bien d'Emmanuel Macron qui disait déjà lors des premières élections, qui nous disait on a vu des bots russes, donc une tentative d'influence russe lors des élections. Donc là, selon lui, la Russie tente son jeu de propagande. On a aussi la propagande américaine. Et on peut en parler. Est-ce que les Français ne sont pas toujours un petit peu naïfs vis-à-vis des Américains, notamment sur ces propagandes? Rappelons-nous l'affaire Pierucci pour Alstom. On a trop longtemps considéré finalement que les Américains étaient des alliés, alors que même finalement on comprend qu'il y a une guerre économique et que la guerre économique, c'est aussi voilà, il faudrait aussi qu'on soit armé pour cette guerre économique. Alors, je vais commencer par Éric Dénessé sur cette question. Oui, bien sûr, on a toujours cette idée fausse depuis 30 ans que la Russie est le monstre contre lequel on doit lutter et que les Américains sont le phare qui éclaire la démocratie et qui doit diriger le camp occidental, alors que les choses ont considérablement changé. D'une part aux États-Unis, où la politique s'est considérablement durcie, y compris en matière de droits de l'homme et de respect des droits individuels et judiciaires. On l'a vu à partir de septembre 2001, et vous citiez le cas de Pierucci qui a été effectivement détenu de manière tout à fait scandaleuse outre-Atlantique. Non, on est d'une naïveté malheureusement assez confondante. Il n'y a pas que nous, il faut reconnaître que l'ensemble des pays européens sont pris entre ce marteau et cette enclume, c'est-à-dire américain et de contre-propagande, propagande et contre-propagande, et la même chose du côté russe, parce qu'il faut pas se leurrer, tous les grands États le font. Mais ce qui est beaucoup plus grave, et on revient sur un élément que nous évoquions à quelques instants, c'est l'incapacité des médias traditionnels aujourd'hui à être indépendants et à nous apporter un point de vue neutre. Alors c'est lié, on le disait, à la baisse de formation dans le monde des journalistes, c'est lié au fait que les Français lisent de moins en moins, donc finalement on est en situation de boîte aux lettres. Ce que j'entends en situation de boîte aux lettres, c'est, vous savez, c'est quand vous déménagez et que vous installez quelque part, si vous ne cherchez
chercher les restaurants et les activités qu'il y a dans votre quartier qu'à partir des prospectus que vous recevez dans votre boîte aux lettres. Finalement, vous n'analysez la répartition de spatial autour de votre résidence qu'à partir de ces prospectus qu'on donne dans votre boîte. Aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens sont comme ça. Au lieu de sortir dans la rue et de visiter le quartier finalement et de voir ce qu'il y a, on est dans une logique totalement passive vis-à-vis de l'information. On prend ce qu'on nous sert, on prend ce qu'on nous donne. Les réseaux sociaux qui au début ont joué ce rôle d'information active où les individus quittaient les systèmes d'information médiatiques classiques. Aujourd'hui, les réseaux sociaux étant, comme le disait Éric Vérac, très largement organisés, structurés par un certain nombre de grands services pour y faire passer de l'information, eh bien, il faut encore chercher une troisième voie d'information. Sinon, on est toujours dans cette réalité virtuelle qui est imposée par des luttes d'influence des grands acteurs. Ça, c'est très important de le préciser. Tout à l'heure, c'est vrai qu'on disait que les grands médias étaient aux mains de quelques oligarques en France, notamment. Il faut préciser que les réseaux sociaux aussi sont entre les mains de quelques oligarques américains, des GAFAM, et que donc clairement la censure peut se faire aussi. Ce qui est intéressant, je ne sais pas comment ça fonctionne, Éric Denessier, vous pouvez peut-être me répondre à ce sujet. Est-ce que les GAFAM appliquent leur propre censure volontairement ou est-ce qu'ils reçoivent des pressions? Comment ça fonctionne? On le sait à peu près pour les oligarques. Comment ça fonctionne? Il y a des marchés qui cherchent, des oligarques qui cherchent à avoir certains marchés, donc ils n'ont pas intérêt, on va dire, à se fâcher avec le gouvernement. Comment ça fonctionne pour les GAFAM? J'allais vous dire les deux, mon général. Il y a même 3 modes d'action. D'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui à l'occasion des différends qu'il y a entre les dirigeants de Twitter et d'Elon Musk. Il y a d'abord les règles qu'imposent les GAFAM eux-mêmes, soit en fonction d'une charte éthique qu'ils mettent en place, soit en fonction d'influences dont eux-mêmes sont victimes, soit d'influence interne de leurs salariés, soit d'influence de la société autour d'eux. Il y a ensuite ce que leur demandent les gouvernements ou les services gouvernementaux. Et puis, il ne faut pas oublier la troisième chose, c'est que grâce à l'intelligence artificielle et à des techniques on va dire relevant du renseignement, les gouvernements ou un certain nombre de grands groupes ou de grandes organisations privées, comme je pense à l'Open Society, sont capables eux-mêmes d'infiltrer et d'influencer et de créer des faux comptes de manière majeure à l'insu des GAFAM eux-mêmes. Éric Vérac, alors je reviens sur vous pouvez vous répondre aussi sur la question des GAFAM et de l'influence des GAFAM, mais sur cette question plus générale de la contre-propagande, la véritable contre-propagande, celle qui est censée lutter contre les influences étrangères ou nuisibles. Donc on a parlé des Russes, mais on peut parler également des Américains. Est-ce que les Français sont finalement suffisamment autant on a compris qu'aujourd'hui les services gouvernementaux savent servir un certain narratif, mais est-ce qu'ils savent lutter contre les narratifs extérieurs, étrangers? Alors, c'est la grande inconnue. Donc, dans les méthodes britanniques notamment, il y a des outils d'évaluation de la réussite des campagnes de contre-influence. Je resignale, je reviens en même temps sur le GAFAM, puisque dans ces techniques de contre-influence, c'est apparu au moment du Covid, ça a été rendu public par l'agence Reuters, et c'est rendu public par des rapports quasi officiels européens sur la façon dont les services gouvernementaux travaillent avec les GAFAM. Il y a bien une collaboration effective entre les GAFAM et les services pour bâillonner les dissidents qui ont été repérés comme des gens qu'il fallait neutraliser. Mais on ne sait pas exactement quelle est l'efficacité de cette lutte des narratifs, mais quand vous voyez l'affaire BHL, si vous voulez, puisque vous savez que BHL n'est pas parvenu à faire reconnaître qu'il avait été diffamé par Blast lorsque Blast a mis en relief le fait que BHL avait reçu plusieurs millions de dollars, je crois entre 7 et 9 millions de dollars du Qatar, avec des contreparties qu'on ne connaît pas. On voit bien qu'il y a des techniques de propagande qui aujourd'hui sont extrêmement imbriquées dans les pays occidentaux. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, les gouvernements européens, parce qu'ils participent au projet de l'Union européenne, qui est l'allié officiel des États-Unis, et parce qu'ils participent au G7, qui est aujourd'hui dirigé par les États-Unis, les pays européens choisissent tous d'entrer dans une logique qui est coordonnée par les États-Unis en matière de contre-influence et de propagande. Donc on a une faiblesse de ce côté-là, clairement. Non, ce n'est pas une faiblesse, c'est un choix. C'est-à-dire que lorsque Emmanuel Macron participe au G7 cet été et qu'il souscrit à la déclaration finale qui dit que les services gouvernementaux de contre-influence doivent être structurés par le Carnegie Endowment International Peace, qui est
l'un des bras armés de la CIA en Europe, on sait que ce sont nos gouvernements qui choisissent de se mettre sous le coup d'un narratif qu'ils ne maîtrisent pas. Et on voit bien ce que ça produit en Ukraine, c'est-à-dire que la doctrine officielle ou l'affirmation officielle selon laquelle Poutine est un grand méchant contre qui nous devons nous défendre, elle ne fait plus l'objet d'aucune forme de réserve de la part de nos gouvernements, y compris de puissances comme la France, qui historiquement étaient les alliés de la Russie. Oui. Je vous parle d'une époque avant 1917, y compris une puissance comme la France, qui est incapable de produire son propre narratif, pour reprendre des termes, sur des questions qui concernent sa sécurité et ses intérêts fondamentaux. C'est un choix. Nous avons des gouvernants qui aujourd'hui ont choisi de se mettre sous le parapluie américain pour le meilleur comme pour le pire, et je pense que nous allons vivre le pire. Parce que ce qui était très intéressant, nous avions reçu Frédéric Pierucci, il nous avait bien expliqué qu'en France, il n'avait eu, alors qu'il était quand même à la tête d'une des branches d'Alstom, il n'avait reçu aucune formation de renseignement ou de protection des données pour se protéger d'une éventuelle influence ou voire pire étrangère. Et finalement, il a tout découvert sur le tas. Il a découvert qu'en fait, il était écouté depuis bien longtemps, qu'il y avait évidemment il y avait des micros lors des réunions et que la France ne soit pas capable de se protéger pour des fleurons français stratégiques en plus, ça pose quand même de grandes questions. Et alors qu'aujourd'hui on parle de contre-propagande, on peut vraiment se poser la question, au moins du côté américain, en effet, peut-être que pour les autres nationalités, peut-être que pour la Russie, on est peut-être en effet comme plus méfiant, donc plus efficace, j'imagine, Éric Denessé. Oui, alors le cas de l'affaire Alstom est quand même très particulier. Je crois parce que là, ça relève vraiment de la guerre économique, au-delà de la notion de propagande ou de contre-influence. La réticence des élites françaises et notamment des élites gouvernementales à cette notion même de guerre économique, de dire que tous les coups sont permis, que nos concurrents, notamment les Américains, utilisent tous les moyens du renseignement pour connaître nos intentions, nous prendre des marchés, appliquer leurs droits de manière extraterritoriale, est une réalité que nous connaissons depuis 30 ans, que malheureusement, ils n'arrivent pas à rentrer dans dans la bande passante des dirigeants. Et dans l'affaire Alstom, qui remonte à 2014, je le rappelle, s'il y a bien eu en partie corruption dans ce dossier, c'est la manière dont a été utilisé le droit extraterritorial américain pour arrêter un ressortissant français sur le territoire américain et nous obliger à vendre l'entreprise. Donc ça, très honnêtement, on a beau nommer des hauts responsables à l'intelligence économique au gouvernement, on a beau faire des tas de papiers, ça n'entre pas dans la bande passante des dirigeants politiques. Ou alors, s'ils l'ont compris, c'est qu'ils décident délibérément de baisser les bras devant les Américains et de leur laisser faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est l'une des grandes difficultés. Et à partir du moment où on a cet état d'esprit, à partir du moment où on voit se multiplier les young leaders qui vont tous se faire un séjour aux États-Unis, alors je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, les Chinois font d'ailleurs depuis quelque temps le Pékin Club, oui. Voilà, on ne peut plus dire qu'on ait véritablement d'autonomie de pensée par rapport à cela. Alors encore une fois, c'est une technique américaine qui remonte à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qu'on appelle le social learning, qui est la manière dont on formate les élites intellectuelles étrangères pour les amener à penser comme nous. Ça a été mis en place dès les années 1944 dans un certain nombre de grands manoirs anglais, et ça a été élaboré en direction des élites allemandes anti-nazis qui allaient prendre finalement la tête de l'Allemagne fédérale à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc tout ça a été encore une fois amélioré depuis plus d'une cinquantaine d'années, et on en voit finalement, quand on en prend conscience en France, c'est que ça a marché et que les résultats d'une stratégie en l'occurrence américaine a porté ses fruits. Donc ça veut dire qu'il y aurait beaucoup de travail à faire pour le démanteler, et comme le disait Éric Vérard, ce n'est pas une conséquence qui se fait à notre insu, ça devient de plus en plus un choix de nos élites, parce que ce choix a été finalement conçu en amont par les Américains pour nous pousser à le faire. Donc, si l'on conclut cette table ronde sur la contre-propagande en France pour servir à un certain narratif, contre-propagande pour lutter contre certaines influences, certes islamiques ou russes, mais certaines contre-propagandes ne sont aujourd'hui,
pas très efficace, ou voire loin d'être efficace, puisque, comme vous l'avez dit, Éric Vérac, c'est un choix. Nous avons décidé de nous, entre guillemets, vassaliser aux Américains. Merci beaucoup, Éric Denessé. Merci beaucoup, Éric Vérac. Je rappelle, Éric Denessé, vous êtes directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, le CF2R. Éric Vérac, fondateur du Courrier des stratèges. Et ces 2 papiers que j'ai cités tout à l'heure sont à retrouver sur vos sites. Merci à vous 2. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.